Ok. Est-ce que tout le monde entend bien? Bonsoir. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'un projet que j'ai fait moi-même et de debugging en général. Donc, je suis pas un expert dans le sujet, mais je vais essayer de vous apprendre des trucs sur les debuggers en général, comment ça marche, et le tracing aussi. Donc, on va voir comment contrôler le flow d'exécution du programme qu'on est en train de débugger. On va regarder comment accéder au contexte d'exécution du programme qu'on est en train de débugger. Donc, on parle bien de registre et de mémoire en l'occurrence. On va voir comment on met des breakpoints dans le programme qu'on est en train d'exécuter et comment on va interagir avec son code source d'origine. Donc, un peu de vocabulaire pour commencer. Tracer ou debugger, ça va dénoter le programme qui va commander un autre programme. Donc en l'occurrence débugger un programme, et tracer ou tracy pour le programme qui se fait débugger ou tracer. Donc il y a aussi du vocabulaire qui va être lié avec au format dwarf, donc on reviendra sur ça plus tard. Donc on voit compilation unit, ce qui veut dire en fait ça va considérer un point O, ou enfin un point C ou un point O, donc c'est une unité de compilation. Ensuite, on a aussi le die. Donc die, c'est une entrée dans la section debug info de Dwarf. On reviendra dessus plus tard. Et un truc très important, c'est RIP, et qui s'appelle génériquement PC pour Program Counter. Donc ça va être en général un registre qui va pointer sur la prochaine instruction à exécuter. Donc c'est un registre dans le processeur. Et on va beaucoup parler de ça dans la conférence. Donc la base de notre debugger, ça va être ptrace. Ptrace, c'est un syscall Linux qui va nous permettre de interagir avec le programme qu'on débug. Donc, ça va servir à pas mal de choses différentes. Donc, contrôler le flow d'exécution, faire des single steps, faire des continues. On va aussi avoir une API pour accéder au registre en lecture et en écriture. On va aussi avoir des API qui vont nous permettre d'interagir avec la mémoire. On verra aussi une autre manière de le faire pour la mémoire qui s'appelle IO, VMM IO read V et VMM IO write V, mais c'est pas très important pour le talk. Donc on commence, il faut bien exécuter le programme qu'on va débugger. Donc classique, on va forker. Ensuite, petite chose subtile par rapport à l'API de ptrace, c'est le programme qui est en train de se faire tracer, il va devoir dire ok, je vais me faire tracer par quelqu'un. Donc on va voir le call à ptrace qui sert à ça. Donc c'est avec l'enum ptrace trace me. Donc je ne l'ai pas dit, mais ptrace c'est un syscall dégueulasse qui prend une enum et des paramètres qui peuvent ne pas être utilisés ou être utilisés en fonction de l'enum. Donc en l'occurrence là c'est juste un call avec le PID à 0 pour dire c'est moi, et les autres arguments à nul parce qu'on s'en fout. Et ensuite, comme d'hab, on va exec.ve, exec.vp pour exécuter le programme. Donc, en pseudocode, ça donne ça. Donc, comme on a dit, fork, on regarde si on est dans le fils. Si on est dans le fils, ptrace trace me, pour dire, ok, on va se faire tracer, exec, et ensuite, wait PID côté du tracer pour attendre de reprendre la main. En gros, il va reprendre la main dès que le début du programme sera lancé. Donc, en gros, il va être à peu près au niveau du underscore start, pour ceux qui connaissent. Donc, le stepping et le continue, ça va être la première étape dans le debugger. Donc ça va nous permettre d'avancer dans l'exécution du programme. On va avoir donc le single step qui va exécuter une instruction dans le programme et qui va directement nous redonner la main côté debugger. Donc, alors que côté ptrace compte qui va juste continuer jusqu'à une interruption ou la fin de l'exécution du programme, qui va lui être en fait asynchrone, et du coup on va devoir avoir un wait PID qui le suit. Donc voilà. Ça c'est pour comment on va faire du stepping et du continue. Donc ok, c'est cool. On a un système pour avancer dans le programme, mais bon, avancer dans le programme, si c'est pour pas contrôler quand il s'arrête, ça sert à rien. Et single stepper pendant tout un programme et regarder où on en est, c'est vraiment super chiant. Donc on va avoir besoin de breakpoints pour pouvoir mettre un breakpoint sur un symbole, une adresse, pour GDB par exemple, un nom de fonction, aussi par exemple
endroit dans le fichier, etc., etc. Donc moi quand j'ai commencé mon debugger, je savais pas comment ça marchait. J'ai fait bon, le truc qui a l'air pas trop débile, c'est on single step et on regarde la valeur du RIP. Donc comme je l'ai dit, RIP, ça permet de... enfin c'est un registre qui va contenir l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une structure qui contient toutes les adresses où on veut breakpoint. On fait un single step, on récupère les registres, on regarde la valeur d'RIP. Si c'est égal à un de nos breakpoints, on s'arrête et on redonne la main à l'utilisateur dans la command line. Donc c'est de la merde, parce que même un Hello World, bah, ça prend du temps à exécuter et on le voit vraiment. Genre ça prend plus d'une seconde. Donc maintenant, on va passer sur un truc qui marche. Donc soit une interruption, donc c'est le int3 qui est ici dans la slide, soit un debug register. Donc debug register, ça va être une feature hardware. Donc c'est notre processeur qui va nous donner accès à des registres où on va pouvoir mettre une adresse et il va s'arrêter d'exécuter le code quand il rencontre cette adresse. Donc, et l'autre solution, c'est comme j'ai dit, une interruption. On va revenir en détail sur l'interruption après. Mais l'avantage du debug register, c'est qu'il ne va pas avoir d'effet de bord sur le programme qu'on est en train d'exécuter. Alors que l'int3, il va en avoir un. Donc, explication de comment ça marche de faire un breakpoint avec le int3. Là, on a notre code layout, donc on a nos différentes instructions à exécuter. Imaginons, on veut mettre un breakpoint au niveau de l'instruction 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un int3 à la place de l'instruction qu'on avait, la sauvegarder dans une structure avec l'adresse de cette dernière. Comme ça, quand on va breaker dessus, on va pouvoir checker est-ce qu'on est là, du coup c'est celle-ci. Donc en gros, on va avoir une liste qui va contenir une adresse et l'ancienne instruction qui était présente. Donc, ok, on est au début du programme, on continue, hop, on hit le int3, ce qui se passe c'est qu'il y a une interruption qui est levée, et en fait ça va faire une exception, et donc on va reprendre la main du côté du debugger avec le wait PID, il va s'arrêter, on aura un bit dans le statut qui va être set à une valeur spéciale, mais c'est pas très intéressant pour le talk. Donc on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là on est content, on a break sur le bon truc, mais on se rappelle qu'il y avait une instruction à cet endroit-là, et on ne veut pas modifier le comportement que le programme avait de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter notre PC au niveau de l'instruction 2, on va remettre l'instruction 3 à la place du int3, on va single step, donc ce qui va se passer c'est qu'on va exécuter l'instruction 3 qui était à la place du int3, ce qui va se passer c'est qu'on va arriver au niveau de l'instruction 4, donc là on pourrait se dire ok, on s'arrête là, tranquille, on continue. Mais imaginons on est dans une boucle ou dans du code qui va être appelé plusieurs fois, il ne faut pas oublier de remettre le int3 où il était, parce que si on est dans une boucle, on va vouloir s'arrêter à chaque fois qu'on rentre dans la boucle, donc on remet le int3. Et là, on peut redonner la main à l'utilisateur, tranquille, et qui reprenne la main sur le programme, donc soit afficher des variables, regarder le code source, différentes choses. Donc voilà pour les breakpoints. Comme on a dit, on avait plusieurs solutions. En l'occurrence, moi ce que j'ai choisi, c'est la solution avec le int3. Parce que l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est illimitée, c'est-à-dire je ne suis pas limité par le nombre de registres de debug que j'ai dans mon CPU. Et en plus, bah, c'est presque pas hardware dépendant à part la valeur de l'instruction. Ok, donc maintenant on va passer à la partie un peu plus marrante au niveau du code source. Maintenant on va parler plus que d'assembleur et de trucs comme ça, on va pouvoir parler au niveau code source. Donc Dwarf c'est un format dégueulasse qui nous permet d'avoir des informations que le compilateur va générer par rapport, en fait il va pouvoir générer des informations qui vont lier le code assembleur avec le code source C, Go ou n'importe quoi. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est complètement indépendant du langage utilisé. Faut juste que ça soit compilé. Donc, on va voir plusieurs sections. Donc, la debug info, la debug line, la debug str. En l'occurrence, on va s'intéresser à deux d'entre elles, la debug info et la debug line. Donc, pour afficher le contenu d'un fichier Dwarf, on va pouvoir utiliser soit Dwarf dump, soit LLVM Dwarf dump. Donc aujourd'hui, je vais utiliser LLVM Dwarf dump pour montrer parce qu'il y a de la couleur. Donc, petite manipulation. Est-ce que vous entendez toujours? Ok. Ok.
Donc là, on a un programme qui est lancé qui est affiché par BAT. Et donc, on voit, on a plusieurs scopes, donc le if, le for, différentes variables et du code très simple. Donc, comment ça va se traduire dans la section debug info? Donc, on va avoir un espèce d'arbre qui va représenter notre code. Donc, on va avoir ici une information qui est liée à l'unité de compilation. Ensuite, on va avoir une information liée à une variable, un lexical block, donc en l'occurrence en C, un lexical block ça va être un scope. Donc là on voit qu'on avait un if ici, donc ça se traduit par un lexical scope dans le dwarf. Ensuite on revoit, ok, encore une autre variable, un autre lexical block et une autre variable. Ok. Donc en gros ça nous permet de juste savoir si à un endroit, si on est à tel niveau dans l'exécution, est-ce que la variable A, elle existe. C'est pour ça qu'on a des lexical blocks au milieu. Ok, donc pour la section info, c'est bon. Maintenant, on va voir une autre section qui est assez intéressante, donc toujours le même programme. Et, ok, donc là, j'ai utilisé LLVM dwarf bump avec moins debug line pour dire dump-moi la point debug line section. Donc là, on voit, c'est assez intéressant. On a pour chaque ligne dans le fichier, on va avoir en gros une adresse qui va correspondre à notre programme counter. Donc on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et du coup, on a la ligne, la colonne et un numéro de fichier. Donc en fait, on a aussi une liste de fichiers qui est ici. Et là, il n'y en a qu'un seul puisqu'on a compilé qu'un seul fichier. Donc voilà, maintenant on a quand même un bon set d'informations pour commencer à faire des trucs intéressants. Donc moi, ce que j'ai fait comme premier truc avec Dwarf, c'est afficher le code source qu'on est en train d'exécuter. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a deux étapes. La première, ça va être de récupérer l'adresse statique du PC. C'est-à-dire, en fait, quand on est en train d'exécuter notre programme, notre RIP, il est dépendant de l'endroit où on est mappé en mémoire. Donc, quand on exécute le programme, notre lanceur d'Elf, il va prendre les différentes sections et les mapper à différents endroits. Donc on va avoir la sélection texte qui va contenir le code. Et du coup, là, on va regarder où elle est mappée. Ok, donc là, elle est mappée à l'adresse 0x n'importe quoi. Du coup, là, ça va nous donner l'offset par rapport au début de notre mémoire. Et comme nous, dans les informations de Dwarf, on est par rapport à un offset 0, on va donc prendre notre RIP et le soustraire à l'adresse où on est mappé. Donc on va avoir ce que j'appelle un PC statique, donc qui va nous permettre de vraiment être interprété dans le format Dwarf. Donc comme on a vu précédemment, pour chaque ligne, on a une valeur d'adresse et la ligne suivante a une autre. En gros, tant qu'on est entre la première valeur et inférieure à la seconde, ça veut dire qu'on est sur la première ligne. Donc là, on va pouvoir se balader dans les debug lines, trouver la ligne qui nous correspond et l'afficher. Donc c'est plutôt cool. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche dans mon debugger. Ok, maintenant, ça c'est une feature que j'ai pas implémentée, mais je trouvais ça quand même un peu nul de présenter un truc sur un debugger et même pas expliquer comment on peut afficher une variable. Donc, on a une section, comme on a dit, debug info, qui va contenir des informations sur les variables, les types, où est-ce qu'on trouve les variables en mémoire, etc. Donc, on va prendre le nom de notre variable, on va parcourir le tree, enfin l'arbre qui correspond dans notre debug info, trouver notre variable et à partir de là, on va avoir plusieurs choses à faire. Donc on va arriver et comme on a vu, pour chaque die, on va avoir plusieurs attributs. Donc en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le w@location qui va nous dire où est-ce qu'on va chercher la valeur de notre variable. Donc il y a plusieurs cas, il y a est-ce que c'est en registre, est-ce que c'est en mémoire, ou est-ce que c'est en mémoire, etc. Donc les cas simples, ça va être, ok, on a l'exemple, le dw hop fb reg-32, qui est bien barbare, et moins 32, ça veut dire en gros, c'est sur la stack à l'offset 32. Ok, donc nous, on a le type dans les informations de debug, on va savoir quelle taille ça fait et comment l'interpréter. Donc est-ce que c'est un truc signé, un truc pas signé, etc. Donc pareil pour un registre, tu vas avoir dw hop reg un numéro qui va correspondre à un registre sur, genre par exemple RDI sur tel archi, R15 sur ARM, etc., etc.
Donc après, on a des cas de plus en plus complexes, c'est-à-dire à un moment de l'exécution, notre variable elle va être dans un registre, ou alors à tel moment de l'exécution, elle est en mémoire. Par exemple, on a mis la valeur de la variable dans un registre parce qu'on avait besoin de l'utiliser, et du coup, c'était plus simple pour nous, enfin le compilateur l'a mise dans un registre, etc., etc. Du coup, à certains moments, elle va se trouver dans mémoire, à certains moments, elle va se trouver en registre. Et il y a encore d'autres cas du style, j'ai une structure qui est super grande, il y a une partie qui est dans un registre et le reste qui est en mémoire. Et du coup, là, il faut gérer tous ces cas-là et c'est vachement compliqué. Donc ça, comme j'ai dit précédemment, c'est pas un truc que j'ai implémenté pour le moment. Ok, donc voilà, ce que j'ai un peu présenté j'ai présenté les features qui m'avaient l'air vraiment intéressantes dans mon debugger et certaines que je voulais faire. Et voilà les autres trucs que j'ai envie de faire bientôt. Donc source level breakpoint, ça va être je mets un breakpoint dans toto.c à la ligne 12. Variable value printing, c'est ce que j'ai présenté juste avant. Les watchpoints, ça va être je surveille une adresse, dès qu'on réécrit dessus, je m'arrête. Checkpoint, ça va être je sauvegarde l'état de l'exécution de mon programme et je peux le réutiliser plus tard. Et type pretty printing, c'est ce que fait GDB quand par exemple on veut print une structure et il l'affiche correctement et c'est plutôt pratique. Donc je vais vous faire une petite démo, ça va sûrement en segfault, mais on n'espère pas. Ok, donc est-ce que vous voyez tous le fichier? C'est bon? Ok, donc on a un truc qui alloue un arrêt, qui le print, et on appelle le truc, quoi. Ok. Donc, ok. Je break dans le main. Ok. Là, je peux afficher donc les différentes lignes qui sont... Enfin, en gros, moi, je suis à la ligne 21, et voilà toutes les lignes qui s'y suivent. Donc là, j'ai mis 10, sauf qu'il n'y a pas 10 lignes qui suivent, donc j'ai affiché les dernières qui sont dans le fichier. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple regarder ce qu'il y a à l'adresse courante. Ok, voilà, il y a ces bytes là, c'est pas très intéressant. Ok, je vais continuer, hop. Donc là, je suis où? Je suis dans la fonction qui va print. Je vais pouvoir, par exemple, disas le code courant. Donc ok, je vois, je suis au niveau du prologue, parce qu'on voit le RBP, etc. On va pouvoir next aussi. Donc là, hop, on voit que j'ai avancé de 1 dans mon truc. Hop, on a affiché le putS, etc., etc. Donc là, on va voir. C'est juste que comme quand je rentre une commande qui est vide, ça fait rien, donc c'est pour ça qu'il écrit error command not handled. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Après, je peux aussi print un registre, par exemple RIP, et là j'ai envie de voir qu'est-ce qui se cache sous RIP. Et voilà, bon, c'est plutôt pratique quand on débug le débugger en fait. Comme ça, on peut voir ce qui se passe. C'est plutôt cool. Je voulais au début faire une démo où mon debugger il segfaultait et après faire semblant de le debug, mais comme c'est du C++, c'est super galère. Et voilà. Est-ce que donc là on a plusieurs liens. Il y a une, enfin vous savez lire donc je vais pas expliquer. Et est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que vous pouvez donner mon micro? Moi j'ai une question. Comment est-ce que tu fais pour passer du code binaire au désassemblé? J'utilise libcapstone. Okay. Je sais pas si tu connais. Voilà. Ouais, okay. Y a une question derrière, si tu peux lui passer. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait déjà des tools pour passer des infos de dwarf pour les stocker dans ton programme, dans ton debugger, pour y accéder plus rapidement, ou si tu as tout recodé à la main pour les stocker. J'ai pas parsé le format dwarf. Il y a plusieurs libs qui existent. Donc il y a libdwarf, c'est le truc standard, mais c'est super cancer, donc j'ai pas utilisé. Et j'utilise un truc qui est pas du tout standard, qui marche plutôt bien, mais c'est surtout parce qu'il est pratique que j'utilise et que je voulais le faire rapidement. Il s'appelle libelfin, qui contient donc des fonctions pour parser de l'elf et parser du dwarf, et c'est plutôt pas mal pratique. Bonsoir. Je serais intéressé de savoir, tu l'as pas encore implémenté, mais comment ça fonctionne de print une structure
qui est créé par l'utilisateur. Ok, attends, je vais juste revenir sur un des exemples. Donc là, tu vois, en fait, dans debug info, tu as aussi des informations liées au type. Et en fait, quand tu as une structure, tu as aussi des informations liées à ta structure. Et s'il y a des trucs qui sont du coup, genre inlinés du store, bah, j'ai un int, ok, bah, je vais avoir la référence sur le nom du type. Et on va savoir que c'est un truc qui comporte d'abord un int, après quelque chose et encore autre chose. Voilà. Et du coup, après, bah, il faut juste faire ça correctement et ça doit être un peu chiant à faire, mais ça doit être faisable. Il y a une question au fond. Ouais, je voulais juste savoir comment tu fais pour écrire int3 sur une instruction sans que ça segfault. Ok, alors en gros, ce qui se passe, c'est que quand on dit ptrace_me, en gros, genre le tracer, il a le droit d'écrire sur la mémoire qui est, enfin, sur de la mémoire qui est même mappée enfin, en l'occurrence, elle sera en RX puisque c'est de l'exécution. Mais tu vois, par exemple, quand tu utilises un syscall genre VMM, attends, c'est quoi VMM IO write V, ça va segfault quand tu vas voir écrire dans cette partie de la mémoire. Mais quand tu utilises les fonctions du style, donc c'est POC data, je crois, dans ptrace, là ça va fonctionner. Merci. Tu disais que du coup quand tu arrives dans ton underscore start, ton wait PID il finit, c'est ça? Bah, en gros, genre quand tu dis que tu ptrace_me, ça veut dire en gros, genre il va juste commencer l'exécution, donc il va juste mapper tout et après il va te redonner la main, en gros. Et il fait ça comment? Enfin il t'envoie une exception, un truc comme ça? Non, enfin, non, c'est juste genre, enfin je sais pas trop comment il fait, mais je crois que c'est juste à base de signaux. Ok. Je sais pas exactement comment ça marche. Et du coup, une fois que ton wait PID est fini, tu fais tes bails. Et, en gros, je vais initialiser toutes mes structures. Ouais. Et pour reprendre du coup l'exécution, tu fais quoi? Bah, du coup, j'ai les trucs du score single step et compte comme j'ai présenté. Ah, ok, ça marche. Voilà. Je vois, merci. Je sais que c'est pas ce que tu as utilisé, mais ça fonctionne comment les debug registers? Bah, comme un registre normal en gros. Je suis pas expert là-dessus, mais de ce que j'ai compris, c'est juste tu mets une adresse dans les registres. Donc c'est sur x86, c'est DR0 jusqu'à DR3. Et là, en gros, tu mets une adresse et quand en gros, je pense que quand il voit que son RIP il arrive à cette adresse, il s'arrête d'exécuter en gros. Et il doit être à base d'interruptions bizarres pour que ça marche correctement. Voilà. Moi j'aurais une question sur. T'as dit qu'on pouvait utiliser int3 pour dire au CPU de s'arrêter à tel endroit et que toi tu puisses récupérer des infos sur ton debugger. Comment ça fonctionne GDB là-dessus et quelles sont les autres façons de faire? Alors GDB particulièrement je sais pas, mais il y a d'autres façons de faire, du genre tu mets une instruction qui n'existe pas en x86, ça va générer une exception encore et tu vas pouvoir reprendre la main. En gros, dès que tu arrives à mettre une instruction qui va générer une exception, ça va plus ou moins marcher. Voilà. Il y a peut-être moyen d'ailleurs, si tu fais une exception, enfin une instruction qui génère un segfault, il y a peut-être moyen de reprendre la main, mais je suis pas sûr. Peut-être à vérifier. Sur le stream, quelqu'un demande est-ce qu'on peut debug QEMU_user avec ton debugger? J'en sais rien du tout, j'ai pas essayé. Enfin, j'ai essayé et ça a pas marché, mais je pense qu'il y a moyen quand même. On pourrait essayer là, mais j'ai un peu la flemme. C'est QEMU-user. Hein. Si tu voulais débugger un programme qui a des privilèges plus élevés que celui de l'utilisateur courant, ou même juste un programme qui va faire des choses un peu louches, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on va le débugger? J'en sais rien du tout, j'ai pas du tout essayé, j'y ai pas réfléchi. Ok.